Tu veux dire quelque chose au micro? Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. J'ai l'impression que c'est presque un peu respecter la vie d'être tragique, parce que ça veut dire que tu sais ce que tu risques au bout, c'est quand même de clamser, tu vois. Donc t'es quand même dans un truc de quand c'est beau, tu le célèbres à fond, et quand t'as peur, tu t'as vraiment peur, et quand c'est triste, t'es vraiment triste et tout. Moi j'aime bien ça, hein. Moi j'ai toujours bien aimé chialer et tout, j'ai toujours bien aimé ça. Hein. Moult moments de rigolade dans ce 50e épisode des gens qui doutent, puisque j'y reçois la comédienne Laura Felpin. Laura a fait 5 ans de théâtre, pas mal de voix off, et s'est fait connaître il y a quelques années grâce à des vidéos sur Instagram où elle joue plein de personnages vraiment rigolos. Elle est également chroniqueuse dans l'émission Quotidien pendant 1 an et demi et vient de commencer à jouer son tout premier spectacle, Ça passe, qu'elle a écrit avec son co-auteur de toujours, Cédric Salin. Un spectacle très très chouette qui contient à nouveau plein de personnages très marrants, mais aussi une chanson de Jennifer, un journal intime d'Idol, l'histoire de ces 2 grands-mères drama queens et une très belle robe de marquise. Tout ça m'a fait vraiment beaucoup rire, et le lendemain de la représentation, je suis passée chez Laura et chez Secha pour qu'on discute de plein de trucs, du fait que son premier passage sur scène c'était à l'Olympia et que son premier film c'était le prochain Astérix, de comment ils ont écrit le spectacle avec Cédric lors d'une résidence dans une maison hantée, de pourquoi elle a arrêté les chroniques quotidiennes du jour au lendemain, de la violence des commentaires sur internet, du fait qu'on a toujours à avoir des avis tranchés et être de tous les combats, de sa grande passion pour le tragique, de l'importance de pleurer, du fait qu'on croit tous qu'on est unique alors que vraiment on est très très commun, de sa participation à la cérémonie des Césars 2020 qui était à la fois la meilleure et la pire soirée de sa vie, et évidemment du fait qu'elle a failli faire la Star Academy et la Nouvelle Star. J'espère que tout ça vous plaira. Bah, je pense que c'est vraiment la base de cette interview, et t'as failli faire la Starac. Ah oui. Mais tu savais ça, je t'avais déjà raconté ou pas? Bah non, c'est Cédric qui me l'a dit, parce que j'ai demandé à Cédric de 3 infos, oui, tu vois. Alors en fait, à l'époque, on avait MySpace, et j'avais été contactée d'abord par la Nouvelle Star. Ouais. Et c'était très humiliant cette histoire, parce que la Nouvelle Star, quand tu étais contactée via MySpace, tu passais très très vite les pré-auditions, et j'avais été sélectionnée pour passer devant, à l'époque, Philippe Manœuvre, Lio, tout ça. Et je l'ai fait avec ma meilleure amie, qui pour le coup, elle, a été jusqu'à Baltar. Mais pas moi. C'est-à-dire que c'était horrible, parce que c'était, tu sais, la mécanique de... On a filmé 2 meilleures copines, il y en a une qui réussit, il y en a une qui réussit pas. Oh. Et je me rappelle que Philippe Manœuvre, il m'avait dit t'es un peu comme le raisin, t'es un peu trop verte, et comme t'es pas encore mûre, c'est encore un peu amer. C'était horrible. C'était horrible. Et suite à ça, j'avais été contactée par Endemol et tout ça pour essayer de faire les castings pour la Star Academy. Mais j'étais très très jeune. Hein. Je devais avoir, franchement, je te dis pas de bêtises, 15 ans maximum, je pense, un truc comme ça. Mais c'était pour quelle année de la Star En fait, je me rappelle plus. Dans ma tête, tu vois, c'était l'année de Jennifer, et Cédric, il me dit, mais c'est tout bonnement impossible, tu avais 10 ans. Et je me suis dit, oui, il a complètement raison. Je pense que ça devait être, pour moi, ça devait être la période, à mon avis, Grégory Le Marchal ou celle d'après, tu vois. Puisque je sais pas dans quelles années c'était exactement, je me rappelle plus très bien. C'est fou, je pense que j'ai un petit peu oublié ce truc-là, parce que je crois que j'avais été ultra déçue plus jeune, tu vois, quand t'es petite et tout, j'étais un petit bébé. Hein. Et c'est très bizarre, on te met dans une pièce et on te dit, mais tu le vois sur les castings qu'ils font, on te dit, vas-y danse, vas-y déhanche-toi. Déjà ça, on te met dans une pièce et on te dit vas-y danse. Ça ressemble à un film d'horreur. Danse ou je te tue. Et non, pas du tout. En tout cas, c'était un peu... Et j'étais accompagnée de ma mère, tu vois, qui était pas du tout dans ces délires-là et tout. Je me rappelle très bien. Mais ça m'avait fait une belle journée à Paris. Mais, et puis, tu vois, finalement, j'ai pas été prise à la Starac. Finalement. Mais est-ce que il y a pas quand même un truc... Ah, on est sur un chantier de... Un immeuble est en train de se construire. Pas. D'accord. Mais on lui souhaite de se construire du mieux qu'il peut. Il y a quand même un truc de rockstar inavoué, un truc de... Ah, tu vois. Ouais. Il est si sous-jacent, tu le vois. Ah, il est pas sous-jacent. Il est surjacent. Ouais, c'est marrant, parce que je me rends plus compte de ça, moi. Mais là, dans le spectacle, quand à un moment donné, je lis un extrait de mon journal intime, je parle de ça, de mon rêve de star. Et mon rêve de star, ça a toujours été lié à la chanson, c'est vrai. Mais, et en fait... je sais pas, pour moi tout se lie en fait. Je me dis pas maintenant je fais ça donc je pourrais pas faire ça et tout. Je suis un peu la Yannick Noah tu vois, Yannick Noah est un exemple parfait en fait, d'avoir fait du tennis et ensuite d'avoir fait des albums. Donc je me dis
c'est quand même très différent de faire du tennis et de faire des albums de chansons. Je trouve qu'être sur scène, c'est pas faire de la comédie, tout ça, c'est pas si différent que chanter, tout ça. Enfin, pour moi, non, parce que je lis beaucoup de choses à la voix quand même, donc j'y viendrai peut-être plus tard. Hein. Mais j'ai l'impression que la chanson, c'est quand même tout un concept aujourd'hui de mode, de marketing, de trucs. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut avoir des équipes béton, il faut être Stromae, il faut arriver aux 20h, faire un truc de ouf. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est très fort, que c'est dur de faire que tu peux avoir un petit album sympa, mais je suis pas sûre que sans l'équipe marketing de ouf aujourd'hui, ce soit possible. Et tu penses que c'est plus difficile qu'en ciné ou en humour ou... En humour, ouais, je pense, je trouve. Parce qu'on peut quand même... Enfin, après, peut-être que c'est aussi le milieu, hein, le cas dans le milieu underground de la musique et tout, qu'il y a des petites salles où on va jouer, où on est 200 et où, tu vois, ça se passe... C'est Paris, donc forcément, oui, mais moi, j'ai l'impression que l'humour est plus accessible quand même. Okay. Ça veut pas dire que c'est de meilleure qualité et tout, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui le font pas très sérieusement et tout. C'est marrant de dire ça, mais quelqu'un qui chante faux, tu vois, chante faux, quoi. Quelqu'un qui fait des mauvaises blagues, bon, il peut avoir une carrière. Ok. Et pourquoi t'avais cette envie depuis toute petite d'être une star? Ça vient de quelle faille? Ça fait tantiep. Ça fait si pitié de le dire comme ça. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai quand même été très influencée par Céline Dion et tout. Et je trouvais que Céline Dion, c'était une star, mais tu sais, c'était une vraie star j'ai pas trop connu la vie avant. Donc, je suis pas non plus... je suis dans un truc de folie des grandeurs. Mais il n'y a pas eu un truc d'avant-après, tu vois. Moi, dans ma tête, j'ai toujours été une petite star. C'est tellement nul. Mais je sais pas, je me disais ça. Et pourtant, aujourd'hui, c'est pas tant ma quête, quoi. Mais je pense quand même que ça fait partie de moi, tu vois. Mais il doit y avoir un gros truc narcissique pas comblé. Probablement. Bah, tu sais, après, moi, j'étais quand même une petite fille très très marrante, mais pas très très bien dans ma peau tout le temps, tu vois. Donc c'était quand même, je pense, un gros truc de compensation, quoi. De me dire que j'étais rigolote, je chantais, je faisais rire la galerie et tout. Je pense que c'était ma manière d'exister, mais je me disais pas, c'est marrant, je l'écrivais dans mon journal intime, mais je me rappelle pas dire à mes parents, je veux devenir une star, tu vois. Enfin, c'est pas un truc dans la famille où tout le monde se dit, ah bah voilà, tu vois, finalement t'es devenue une star. Pas du tout. Enfin, mais en plus, je suis pas du tout une star, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas. Il y a quand même des articles pure people à ton sujet. Bien sûr, à mon actif. À mon actif. Et c'est marrant parce que, putain, en ce moment, quand j'écris un truc ou que je fais des articles sur mon... Putain, je suis vieille de dire ça. Je poste des articles sur mon Instagram. Il y a... comment il s'appelle, putain j'ai très peu de respect. Télé-Loisirs. Très peu de respect pour la journaliste qui reprend ça, vraiment. Puis c'est pas du journalisme. Hein. Elle reprend ce que j'écris sur mes articles. Donc, elle reprend exactement mot pour mot ce que je dis sur mes articles Instagram. Donc là, j'ai fait un truc sur le fait que je louchais. Donc, elle dit, la comédienne se confie sur le fait qu'elle louche. Elle copie-colle mon article. Donc, clairement, je fais son taf. Et à la fin, elle dit un truc horrible. Elle dit, cette comédienne que l'on avait appréciée chez Quotidien, mais qui a disparu du jour au lendemain, qui n'avait pas su convaincre. Et tu dis, putain, mais meuf, tu m'as juste enfoncé, quoi. Déjà qu'elle louchait. Déjà qu'elle louchait, c'est pas marrant, mais alors en plus, tout ça pour dire que c'était, tu vois, c'est trop drôle, ouais. Donc, mais bon, j'ai des articles dans c'est du pain. Oh, moi j'adore quand il y a des miaulements dans les épisodes. Hein. Mais c'est un miaulement de sel, hein, je le dis tout net. Hein. Mais ouais, donc je pense pas que je voulais être une star. Si ça peut te rassurer sur ma personnalité. Ok. Ah putain, c'est fou. Qui disparaît du jour au lendemain. Comment ça ? Qu'elles disent de toi que tu disparais du jour au lendemain alors que t'as monté un spectacle, que t'es en tournée, que maintenant t'es à Paris. Oui, dans l'article, tu veux dire. Oui, c'est fou. C'est fou, hein. Mais t'as pas remarqué ça, les gens, ils font souvent ça. Quand t'es pas visible ou audible pendant un temps, ils te disent alors, t'as rien fait depuis. J'ai entendu ça il y a pas longtemps avec le rappeur Vald qui disait, on n'arrête pas de dire alors si tu fais ton retour et tout, t'as été absent et tout. Il dit mais les gars, en fait. J'ai sorti un album il y a 2 ans, genre. Il dit j'ai sorti un album il y a 2 ans, il y a le Covid entre temps. En fait, non, j'ai fait que t'as fait, quoi. Puis les gens oublient souvent que des fois, enfin, les artistes ont juste pas envie, en fait. Ouais, en plus. Et que c'est juste important des fois, tu vis ta vie. Bah, déjà, il faut que t'aies des trucs à vivre. Parce que je pense que même quand tu passes ta vie à écrire sur ce que tu... Moi, je trouve qu'il y a vraiment des étapes, quoi, tu vois. J'admire les gens qui sont capables d'écrire tous les jours et qui ont des vannes tout le temps et tout. Moi, c'est pas du tout ma culture parce que j'ai l'impression qu'il faut d'abord vivre des trucs et, enfin, moi, j'ai besoin de ce truc-là, quoi. De poser pendant un temps, de dire, bah là, c'est le moment où je joue. Après, ce sera le moment où j'écrirai. Je suis très monotache, quoi, tu vois. J'aime pas faire 1000 trucs en même temps. Mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de moments où, toi qui fais tes chroniques et tout, bah, on te voit une fois par semaine. Je pense que les gens, pour eux, du lundi au
je sais pas quand est-ce que tu fais ta chronique, mais tous les autres jours où t'es pas à la radio, ils doivent se dire que tu fous rien, quoi. Je n'existe pas. Nagui me remet dans son armoire à chroniqueur, sur le cintre. Elle rentre dans son petit placard, avant d'aller à Poudlard. Et non, bah ouais, tu vois. Donc c'est un peu fou, ce truc-là de... Mais c'est beaucoup de fantasmes, hein, la vie d'artiste, en fait. Hein. Les gens, ils ont beaucoup de... C'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de temps dans nos canapés. En vrai. C'est vrai qu'on n'est pas les... Moi, mon metteur en scène, il m'a dit un truc super marrant, Nicolas Vital, il m'a dit « Moi, je comprends pas les gens qui viennent à ton spectacle. » Et je lui dis « Quoi ?» Il me dit « Non, il me dit « C'est pas pour te dire que je comprends pas les gens qui viennent à ton spectacle. » Il me dit « Mais je comprends pas les gens qui achètent des places pour aller voir des spectacles. » Je lui dis « Je comprends pas. » Il me dit « Mais si, tu sais, nous, on y va parce que c'est notre métier et tout, mais je comprends pas et tout. » Et en fait, je me disais que moi, je consommais assez peu de culture et de spectacle, de manière générale. Mais en fait, j'en fais, tu vois ce que je veux dire ? C'est marrant parce que je pense que quand t'es actrice de ton truc, alors je sais pas pour toi, je sais pas si par exemple le fait de jouer, toi, te donne cette boulimie d'aller voir les autres ou pas du tout. Ah non, justement, moi ça... Mais c'est compliqué parce que là, tu vois, j'ai enchaîné, je suis allée voir Tania Dutel, les producteurs d'Alexis Michalik et puis toi en 3 jours et j'ai adoré, tu vois. C'est chouette, ça me stimule et tout. Mais parce que 2 sur 3, c'était pas du stand-up. Mais aller voir du stand-up, je me rends compte que ça me saoule de plus en plus parce que j'ai l'impression de bosser en le faisant. Ah ouais. Et parce que il y a un truc de c'est bon, c'est déjà ma vie tout le temps. C'est plus mon loisir, quoi. Ouais. J'ai un peu un rejet de ça pour l'instant. Que j'avais pas du tout avant parce que j'étais en mode je veux écrire, je veux apprendre, machin, je regarde plein de trucs anglo-saxons et tout. Tandis que maintenant, je suis fatiguée en fait. Et il y a pas un truc de comparaison aussi qui pourrait te frustrer ou pas ? Bah, en fait, figure-toi que plus tellement avec le stand-up. Ouais. Mais maintenant, j'ai un peu un truc, je sais pas si t'as ça de chemin parallèle en voyant des trucs plus mis en scène, et je me dis, putain, tout ce que je pourrais faire si je faisais pas du stand-up. Mais tu pourrais ne plus faire du stand-up. Je pourrais, mais je me mets moi-même des barrières de non, mais c'est pas, j'ai pas la légitimité de faire autre chose, c'est pas mon truc et tout. Ah ouais, tu te dis ça, d'accord. Ouais, et puis il y a un truc, ça m'a beaucoup marqué dans ton spectacle, c'est que il y a tellement une mise en scène, il y a tellement c'est pas juste toi derrière un micro, il se passe plein de trucs, il y a Cédric, il y a des costumes, machin, que je me suis dit putain, j'ai tellement envie de donner plus que du stand-up parce que c'est quand même, enfin c'est fou de payer 30 balles pour ça en vrai. et puis la parce dévalorisation de Fanny. Non, mais honnêtement mon spectacle est super. Mais c'est juste, je me dis il y a tellement de choses à faire, même artistiquement, il y a tellement de choses à explorer, de trucs, voilà. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est que plus tu mets des choses dans ton spectacle, plus tu ajoutes d'autres choses que juste des mots, plus tu montres que t'y crois. Et ça me stresse de ouf, tu vois. Parce que ça montre que t'y crois assez pour avoir mis énormément de choses autour. Et je me dis, ton spectacle, hier, il était incroyable. Mais si t'étais face à un public qui aimait pas ça, ça devait être un tunnel, tu vois. Quand t'as mis autant de choses en œuvre pour que ça arrive, c'est d'autant plus triste si ça marche pas. Et moi, j'ai peur de ça. J'ai peur de montrer qu'un truc compte. Parce que si je rate, tu vois, c'est vraiment genre... Ça te blesserait plus, quoi. Ouais, de ouf. Tandis que si je fais genre, c'est bon, c'est juste moi derrière un micro, fais pas chier. Ça va. La démarche artistique des faits. Bon, c'est bon, derrière un micro, fais pas chier. Donc, c'est marrant, j'ai jamais vu ça comme ça. Bah, alors, d'une part, moi, dans le stand-up, moi qui suis quand même aussi, je suis de la culture stand-up et tout, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la pensée qui est vachement... qui est vraiment l'exercice même du truc, tu vois. Dans la forme, moi, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai trouvé pauvre longtemps et qui m'intéressait pas trop. Maintenant, je passe beaucoup plus ma vie à regarder du stand-up qu'à regarder... je vais avoir tendance, par exemple, à consommer beaucoup plus de stand-up sur les plateformes, sur Internet, etc. Même aller les voir, c'est un peu plus mon réflexe que d'aller voir forcément du spectacle vivant, alors que j'adore ça aussi, tu vois. Mais ça n'a aucun lien avec ce que je vais dire après. Je suis pas assez réveillée. Mais c'est marrant, j'ai jamais pensé que... En fait, moi, j'ai jamais pensé que j'avais mis plein de trucs dans mon spectacle. Tu vois ? Parce que j'ai jamais... je sais même pas tellement bien comment on l'a écrit, mais on l'a jamais écrit de manière linéaire au départ. Et en fait, il y avait des petits personnages que je savais que je voulais faire. Ça a un peu commencé par ça. En me disant, j'aimerais trop jouer elle, ou j'aimerais trop faire ça, ou ça me fait trop rire. Et puis, on a trouvé un lien, parce que moi, je voulais vraiment un fil rouge. Et c'était vraiment mon obsession. Même si aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent du fil rouge. Et ils me parlent d'un... J'adore quand tu fais Jennifer. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec mon fil rouge. D'un côté, si on n'avait pas, ils te le feraient remarquer.
Peut-être. Mais en tout cas, ils me le font pas remarquer pour un truc qui, moi, m'a beaucoup coûté. C'est-à-dire que je me suis vraiment beaucoup dit, il faut qu'on comprenne que je veux parler des gens qui veulent plus être ensemble, pourquoi on parle des autres comme si on n'était pas les autres, machin. Ça dure un moment, mais en fait, ça se dilue un peu après et ça se perd forcément. J'avais un peu peur de toute la partie autobiographique que j'ai mis du temps à écrire parce que... en fait, j'avais peur de ces artistes qui font leur premier spectacle et qui disent d'où ils viennent. Et donc, je le faisais, mais à moitié, pas trop et tout, machin. Et j'ai finalement trouvé une forme pour le faire en ayant assez d'autodérision sur moi. Et tu vois, de dire, par exemple, de lire mon journal et de dire que je rêvais d'être une star, en fait, c'est pas facile parce que tu te dis, putain, mais elle était complètement folle, quoi. Et en même temps, j'ai beaucoup de tendresse pour cette petite fille que j'étais et tout. Donc, si ça marche pas... ce qui arrive parfois, enfin, c'est pas un tunnel parce que souvent, quand même, les gens qui viennent me voir me connaissent un peu, puis connaissent mon univers. Mais si j'ai pas les réactions que je veux et tout, bon, c'est sûr, ça devient moins intéressant. Mais je le vis pas comme une violence. Je me dis pas d'un coup, j'ai mis tout en œuvre et ils sont en train de se rendre compte que c'est de la merde, quoi. Parce que quand même, j'arrive à trouver du plaisir dans chaque endroit dans chaque truc que je fais. Enfin, en fonction des soirs, en fonction des publics et tout, en fonction des échanges, quoi. Hier, c'était assez riche et tout. Il y a des jours où ça l'est moins, mais pour l'instant, j'ai pas traversé à proprement parler de bide comme j'ai pu en traverser quand je faisais du stand-up, par exemple, ou quand je faisais des scènes ouvertes, quoi. Oui, t'as commencé. Toi, ta première scène, c'était à l'Olympia. Ouais. Ouais, voilà. Contexte. C'est ça. C'est marrant parce que j'ai fait un truc chez Combini il y a pas longtemps. Ils m'ont dit, alors, votre première scène, c'était l'Olympia. Et puis, votre premier film, c'était Astérix et Obélix. Votre première scène, c'était avec Vincent Cassel et José Garcia. Je dis, ouais, t'imagines ma vie? Elle a commencé là, puis maintenant, tout va au fur et à mesure descendre. Le déclin. Laura Felpin. Le déclin. Ouais, c'était l'Olympia pour le festival. Tu l'as déjà fait, ça, le festival de l'humour parisien? Je le fais cette année, de Paris, je pense. Le FUP, ouais. C'est trop bien. Bah, c'est mon metteur en scène qui a mis ce truc-là en place avec sa collègue Maude. Et du coup, à l'époque, je le connaissais pas du tout. Je savais pas que ça allait être mon metteur en scène. On faisait une soirée Golden Moustache. Et avec Anna Apter, que je salue cordialement. Avec qui tu as commencé par faire plein de vidéos. Qui fait des super programmes sur Canal+, dont Cher Journal, que j'adore. Et ben, on a fait la première partie de Thomas VDB et Mathieu Madénian à l'époque. Et c'était notre première scène, quoi. Et c'était super. Moi, j'étais hyper contente. Moi, j'adorais, j'ai adoré faire ça. Ça a duré 5 minutes 30. On avait des super loges. Tout était génial. Et après, bon, bah voilà, c'était le déclin d'être tourné dans les salles françaises. Mais non, on a commencé par l'Olympia, ouais. C'est pas mal. Mais t'étais un peu tendue? Bah ouais, ah si, je me rappelle qu'on était vraiment stressés. Mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a un truc au bout d'un moment, en fait, bon, après il y a vraiment des stress où t'as envie de crever, quoi. Je me rappelle que la première fois où j'ai joué à Lyon le spectacle là, je me suis dit, ah par contre si c'est ça tous les soirs, c'est sûr que je ne veux pas faire ça. Je ne serai pas Brel et je n'irai pas vomir 10 fois dans ma loge avant, enfin, je peux pas me martyriser, Brel, quoi. Ça Brel, il vomissait tout le temps avant de rentrer sur scène. Il était mais d'un trac maladif, quoi. Donc moi, et ça durait, tu vois, sur le temps. Et c'est marrant parce que moi, j'avais cette obsession, ça m'est arrivé une fois d'avoir un trou sur scène et je me suis tellement fait cueillir par ça. J'ai tellement vécu, tu sais, le vide abyssal d'un coup de plus rien avoir dans le cerveau que c'est devenu un peu mon obsession, ce truc de trou. Et Marina Rollman m'a dit avant de monter sur scène par message, en fait, tu l'as écrit, c'est ta langue maternelle, c'est tes idées, peut rien t'arriver, quoi. Je veux dire, au pire, t'as un trou et alors, quoi, il se passe quoi, tu racontes quoi, tu sais où tu vas et tout. Et je me suis dit, putain, tellement raison, c'est moi qui l'ai écrit, pour moi ça a du sens et tout, mais tu sais, quand c'est la première fois, tu sais pas si tout va marcher, est-ce que tu vas avoir envie d'enlever et tout. Mais je me rappelle m'être dit, si je stresse comme ça pour les autres, mais je ne ferai pas ça, c'est impossible. Et je pense qu'à l'Olympia, on s'était dit ça aussi, mais c'était il y a longtemps quand même, maintenant ça doit faire quasiment 8 ans, tu vois, donc je me rappelle plus très bien, c'est plus aussi net dans ma tête ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais je pense qu'il faudra développer une application qui chaque jour te donne une citation de Marina Rollman pour se dire que tout ira bien. Si quelqu'un est chaud pour développer ça. Suisse. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, c'est notre petite Pénélope Fillon à la française. Notre petite Marina Rollman, j'adore. J'aurais pas... C'est celle elle-même qui m'a dit ça. Elle a ce côté ce port de tête très bourgeois que j'adore. Ah oui, oui. Elle a un côté très Pénélope Fillon, upgradé quand même. Hein, mais ouais, ces mots se sont imprimés dans ma petite tête en me disant, elle a raison. Après, elle me disait qu'elle avait déjà fait des ateliers en anglais et tout pour se tester, pour vraiment voir la difficulté en fait. Ouais. C'est-à-dire, si demain, toi, tu dois jouer 1 heure à New York, là, je pense qu'on se chie tous dessus, quoi. On se dit, ok, bon, voilà. Notamment. Voilà, tu vois, je sais pas, mais
Mais après, l'Olympia, ce qui était différent aussi, c'était comme c'était une soirée Golden Moustache. En fait, ils venaient pas pour moi, quoi, les gens. Ils venaient pour une soirée. Donc, oui, puis il y avait un esprit de troupe aussi, je suppose. Ouais, à fond. Et tu te caches vachement là derrière. Ouais. C'est hyper confortable, ça. Et comment vous l'avez écrit, du coup, avec Cédric ? Déjà, comment vous bossez ensemble ? C'est un peu... Alors, on a commencé à bosser ensemble, nous, après, pendant Quotidien. Donc, on écrivait des chroniques et ça, c'était très scolaire, hein, bureau, actualité. Ça doit probablement t'arriver aussi, mais c'est assez basique, quoi. Et puis après, pour le spectacle, c'était compliqué parce qu'on n'a mais moi, j'ai ouvert aucun bouquin de comment écrire, de savoir, tout ça. Donc en fait, on est parti une semaine dans une maison hantée, dans une ville qui s'appelait, c'était trop drôle, il y avait un peintre allemand qui était mort dans cette maison. Et tous les soirs, il venait nous rendre visite. On l'appelait, comment on l'appelait ? Je crois qu'on l'appelait Robert, je crois, ouais. Je me demande si c'était Robert. Ou Hubert, un truc comme ça, mais... Ouais, c'est très bizarre. On dormait dans des chambres différentes. Et un soir, je vais faire pipi. Et moi, je suis pas très... je crois aux esprits et tout, mais je suis pas très alerte avec ça. J'ai pas une grande spiritualité, tout ça, tu vois. Puis je vais me coucher, tout ça. Je fais pipi, je retourne me coucher. Et à ce moment-là, je sens quelqu'un qui me regarde. Mais vraiment, je sens que quelqu'un me regarde, tu vois, derrière mon dos. Et c'était Cédric. Et c'était Cédric, fin de l'histoire. Bon podcast, on se retrouve la semaine prochaine. Voici donc la première plainte. Et je sens un truc, et tu sais, comme quand quelqu'un te regarde, quoi. Et je me dis, ok, j'avais vu un truc, parce que moi, j'ai longtemps fait de la voix off, et j'en ai fait beaucoup pour un truc d'esprit de fantôme, où les gens chassaient des fantômes. Donc, j'avais vu beaucoup de trucs comme ça. Et le premier truc que la chasseuse de fantômes disait, c'était acceptez-les, accueillez-les. Ils sont pas forcément méchants. Dites-leur, tu peux cohabiter avec moi là, mais tu me fais un peu peur. Donc, et pas quand je fais pipi, putain. Mais il me regardait après, pas quand je faisais pipi. Ah, ok, ça va. Quand je me suis remise dans mon lit. C'est poli. Et je lui ai dit, j'ai fermé la porte et j'ai dit, je ne suis pas prête. Vraiment comme une malade, tu vois. Puis j'ai fermé la porte. Et le lendemain, bon, je fais ma vie, j'y pense même plus, quoi. On fait notre vie et tout. Puis Cédric me dit, mais t'es arrivé un truc hyper bizarre cette nuit, quoi. Et je lui dis, quoi ? Il dit, il y a quelqu'un qui me regardait à travers la porte. Puis je voyais un point rouge et ça n'arrêtait pas. Et je me suis endormie avec la lumière allumée et tout. Et je lui dis arrête et tout, putain, je vais raconter mon truc. Et du coup, on a décidé de dormir ensemble dans la même chambre et de parler à cet esprit tout le temps en lui disant bah voilà, tu peux passer, mais on est un peu flippés et tout. Donc, oh pardon, j'ai failli faire tomber le truc. On est allé dans cette maison et on a commencé à se lever le matin en se disant on va écrire le spectacle, on va écrire des sketchs et tout. Et ça marchait pas du tout parce que ça se passe pas comme ça en fait. Enfin, je pouvais pas appuyer sur un bouton puis écrire des trucs. Et donc on s'est rendu compte qu'en allant cueillir le bois, qu'en allant chercher... En allant cueillir le bois. Cueillir le bois. Oui, quand on allait prendre les branches pour faire notre petit feu de cheminée, en regardant des replays de l'amour et dans le pré. En fait, on s'est laissé vivre comme deux potes et c'est là où on s'est dit mais oui, tu te rappelles, la prof d'allemand, on l'adore, viens, on la joue. En fait, on adore jouer les trucs et ensuite on les écrit. Donc on est sorti de cette résidence, entre guillemets, avec un dossier et plein d'idées, quoi. Et à partir de là, on a commencé à construire le spectacle avec Vincent de Dienne parce que c'était au tout départ mon metteur en scène. Enfin, je voulais bosser avec lui. Et puis Vincent était très occupé, il écrivait aussi son spectacle, donc finalement ça s'est arrêté là. Et au fur et à mesure, on a trouvé du lien, En fait, je trouve que c'est super dur de se dire tu vas partir. Soit t'écris un spectacle, tu sais, où la narration c'est on est à un mariage, voilà ce qui se passe, c'est une pièce. Soit t'as plein de petits sketchs. Et en fait, tu te dis, c'est super dur de trouver un lien. Et puis, en fait, pas tant, parce que c'est quand même toi, quoi. Ouais, il y a quand même un moment, tu te rends compte qu'il est là depuis le début. Exactement. Ouais. C'est juste qu'il faut le laisser venir et accepter qu'il y a des trucs dont il faut que tu fasses le deuil et tout aussi. Et c'est super dur de jeter. Nicolas Vital, quand on l'a rencontré, qu'on a fait nos premières lectures avec lui, il nous a acheté la moitié du spectacle. J'ai envie de le... Il y a une relation de... Parfois, t'es un peu en résistance, comme quand tu tournes un film, mais quand le réalisateur te dit un truc et puis que toi, tu trouves que c'est pas vrai et que tu dis oui, je vais le faire, mais en fait, t'es en résistance totale et tu le fais jamais vraiment et tout. Bah, c'est pareil, au début, quand on touche ton texte et tout, t'as envie de mettre des grandes claques et de dire si tu crois que je vais enlever ça. C'est moi que tu amputes. C'est ça. Puis après, tu joues, ça fait 20 minutes de bide et tu fais, on va peut-être enlever ce personnage. T'as peut-être raison, mais je crois qu'il y a des trucs qu'il faut faire le deuil de certains personnages et tout, parce que c'est marrant, tu dis qu'il y a beaucoup de trucs dans mon spectacle et je le vois pas du tout comme ça, quoi. Mais bout à bout, du coup, quand tu me dis ça, je vois ce que tu veux dire. Il y a de la chanson, il y a du truc, il y a de la machin, donc ça doit
J'espère que c'est pas trop chargé maintenant que tu me dis ça. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'on voit que vous vous êtes fait plaisir, tu vois. On voit qu'à un moment, vous vous êtes dit, putain, mais Jennifer, ça manque. Et bim, vas-y, on met une chanson. Vas-y, on danse, on chante. Ça va être chambé. Ouais, c'est marrant parce que c'est ces trucs-là où on a le plus rigolé, qui n'étaient pas du tout écrits, où en fait on écrit un texte et puis après on répète, on finit par faire, je sais pas, on finit par faire une vanne là-dessus et ça part en sketch, quoi, tu vois. Genre, il y a plein de trucs que Cédric... Puis c'est bien parce que j'ai vraiment de la chance de pouvoir être comme ça dans un échange perpétuel de vannes avec exactement la même veine, le même humour, tu vois. Oh, coucou Guette, viens. Comment elle est mignonne celle-là. Ouais, elle est trop belle. Écoute, il paraît qu'elle a un petit problème de croissance et qu'elle ne grandira plus jamais. Oh, mais écoute, c'est super. Ouais, c'est mignon, c'est tout ce qu'on veut. C'est oui. Qu'il soit un tout petit peu malade pour qu'il ne grandisse jamais. Juste assez malade pour être toute petite, mais pour ne pas mourir. C'est ça. Tu viens? Oh bébé. Oh non, mon cœur. Tu veux dire quelque chose au micro? Je suis désolée, mais je vais juste couper tout ce que tu dis et ne mettre que ton chat. Viens, Guette, viens. Il paraît que t'es très 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 bosseuse et que genre au premier filage il y avait déjà 80% du spectacle qui était là. Ah ouais. Ouais, mais moi je le vois pas comme ça, hein, mais ouais, mais ça c'est Cédric qui dit ça. C'est Émilie. On peut plus. C'est Émilie. Ouais. Oh putain, c'est Émilie en plus. Émilie qui est ta manager et qui est ma productrice ouais, et qui est une des meilleures, la personne que je veux le plus impressionner au monde. Ouais, c'est vrai. Tout ce que je fais, c'est qui déjà venant d'elle, qui est déjà une immense travailleuse, c'est. Ouais. Je sais pas si c'est à la fois un compliment et à la fois alarmant. Je ne sais pas quoi dire. C'est genre, ça veut dire que t'es assez zinzin. Ouais, je suis un peu zinze, mais franchement, je m'en rends pas compte parce que... Je sais pas, je m'en suis rendu compte une fois à Marseille parce que j'avais saigné les mecs sur une journée de taf et puis à 21h, j'avais dit « Ah, venez, on se rejoint dans ma chambre, puis on passe un truc. » Et Nicolas, qui est quand même un beau bosseur, m'avait dit « Voilà, je crois qu'il faut qu'on lâche un peu, Laura, et tout. » Et donc, il y a quand même un truc entre eux. Parce qu'en réalité, tu sais, c'est comme quand tu... En fait, quand est-ce que tu es vraiment... comment on dit oh merde, utile à ton spectacle dans un temps de travail. Je pense qu'en réalité, je dois, moi, me bloquer 8 heures. Et puis sur les 8 heures, il y a 2 heures qui sont vraiment efficaces. Le reste, ça n'est que je lâche pas prise, je veux contrôler, tu vois. Mais quand même, oui, je suis une bosseuse, quoi. Mais ouais, je crois que je suis une bosseuse. T'es genre limite control freak ou... Un peu. Après, j'essaie quand même de laisser vivre les trucs parce que je me dis que sinon ça va pas m'aider. J'ai pas envie d'avoir ce spectacle trop écrit où il y a rien qui sort jamais. Je suis déjà tellement folle du texte que je me rends compte que il faut que je me laisse aussi la possibilité de sortir, tu vois. Mais oui, je suis une bosseuse. Mais après, c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir la flemme souvent. Et donc c'est très bizarre, peut-être que c'est ça le syndrome de l'imposture et tout, j'en sais rien, mais en tout cas moi je me vois pas comme une folle, une acharnée du travail, quoi. Mais c'est vrai qu'en quantité quand même je travaille beaucoup et que pour moi ce qui était clair et net, c'était qu'au filage, c'est même pas que je voulais leur montrer que j'avais fait un truc, c'est que je me disais en fait je vais tourner je tournais un film et une série pendant 4 mois. La flamme, exactement, le flambeau d'ailleurs. Et un film qui s'appelle Tu ne tueras plus de Cécilia Roux qui était trop bien. Avec Depardieu. Non, François Damiens. Ah oui, pardon. Ouais. Bon, enfin. Mais surtout, je l'ai googlé hier. Ouais, je l'ai googlé hier. Ouais, absolument. Ah ouais. Avec Depardieu, bien sûr. Non, avec François Damiens et William Legbill. Et du coup, je savais que pendant tous ces mois-là, j'allais pas le jouer et qu'après j'allais partir en tournée. Donc c'était hors de question pour moi qu'au mois de juillet, quand je quittais Paris, j'ai pas 80, même 100% du spectacle que j'allais jouer en tournée parce que j'allais revenir en novembre, faire une semaine de résidence et repartir sur les routes. Je me suis dit, je vais mourir, quoi. Donc le jour du filage, et je pense qu'en fait la production s'attendait à voir un truc, une lecture. Bah oui, forcément, ils étaient un peu sur le cul parce qu'ils ont vu un truc, quoi. Ils ont vu une forme et tout et tout. Mais pour moi, c'était aussi une manière. Enfin, c'était beaucoup une manière de me sécuriser avant de partir en tournée, quoi. Et comment parce qu'il y a une différence entre faire des chroniques, jouer, faire des trucs sur Insta et tout, et faire un spectacle où là, c'est vraiment toi à poil sur scène, ouais. Dans le sens où les gens te jugent directement, t'as leur retour direct. Est-ce que ça t'angoissait ou est-ce que justement t'avais envie de cette émulsion? Bah, je préférais ça parce que... Après, moi, je suis quelqu'un qui vient du théâtre quand même. J'ai quand même fait 5 ans d'école de théâtre avec laquelle j'ai joué dans des troupes et tout. Donc, j'avais quand même déjà ce rapport un petit peu... Je savais que j'aimais ce rapport à la scène. Et ce que j'aime, c'est que c'est immédiat, puis ça ne perdure pas dans le temps. Donc, tu joues, t'es une merde, c'était nul. Tu rentres, c'est chiant. Le lendemain, tu recommences, puis c'est passé.
tu joues, c'est génial, t'es triomphal, t'es super, t'es une star, tu rentres, tu prends le métro, le lendemain c'est passé. Il y a un truc qui, moi, je trouve est génial pour rester les pieds sur terre. Il y a un moment que t'as partagé avec les gens, mais en fait, ouais, voilà, il y a des gens pour qui c'est un mardi soir, et voilà, c'est un mardi soir, c'est pas, tu vois. Donc je savais que j'avais envie de faire ce truc d'être direct avec les gens. Par contre, parce que aussi j'ai été beaucoup harcelée sur les réseaux sociaux, enfin j'ai quand même, avec Quotidien et tout, j'ai été pas mal emmerdée sur Twitter. Il y a encore des gens qui tweetent aujourd'hui, alors j'ai plus Twitter, tu vois. Et que je savais que les gens qui viendraient me voir, ils avaient quand même envie de venir me voir, tu vois. Je m'imposais pas à la télé, quand bien même tu peux changer de chaîne, mais je veux dire, il y avait un truc de ceux qui viennent vont venir me voir. Et aussi, je savais que le spectacle vivant, c'était ce qui me permettrait moi le plus de faire un peu mon CV aussi, enfin de dire voilà, j'aime jouer, j'aime écrire. Pour moi, c'était un peu tout ça aussi quand même si c'était pas trop un calcul, il y avait quand même ce truc là de dire bah t'es sur Insta, tu sais, il y a des passerelles qui se font pas encore entre le cinéma et Instagram. De plus en plus, j'ai l'impression. Ouais, mais soit c'est justement pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire t'as des producteurs qui veulent des gens qui ont des millions d'abonnés parce que ça fait venir en salle, et en fait on se rend compte que pas tant, parce que être comédien c'est autre chose, quoi. Après, être comédien, faire des trucs sur Instagram, souvent ça envoie le message que bah, t'as pas vraiment réussi dans le cinéma, ou t'es pas vraiment encore implanté là ou là. Puis moi, là, j'aime que ce soit un mélange de tout ça, c'est-à-dire que mes salles, elles se remplissent grâce à Instagram pour l'instant, tu vois. Après, j'espère qu'il y aura du bouche à oreille et tout, mais du coup c'est génial, ça veut dire ben, tu concrétises quelque chose, et je suis heureuse de pouvoir répondre enfin à la question: est-ce qu'on peut venir te voir en spectacle? Oui, vous pouvez venir, quoi. Mais c'est marrant parce qu'après, dès que je sors de spectacle, il y a des gens qui me disent: oh mais alors tu fais plus trop de vidéos en ce moment? Ah bah non, je fais un spectacle en fait. Donc tout est, vous êtes bande d'ingrats, mais tout est toujours une question de juste milieu, tu vois, je trouve, dans ces trucs là, quoi. Et la télé, ça a été violent, parce que je trouve que c'est vraiment la forme la plus violente, parce que d'un côté, je crois que c'est extrêmement difficile de devoir faire des trucs sur un plateau. Enfin, je trouve que c'est vraiment la forme la plus compliquée. Et en plus de ça, c'est la forme où tu as le plus de retours violents, parce que les gens, ils sont zinzins avec la télé. Ils sont fous. Ils jugent les gens, mais comme si vraiment t'avais tué leur mère, quoi. Alors que t'as jamais... T'as jamais tué leur mère? Non. Bah, parce que sinon, en général, tu termines au trou, mais non, écoute, je sais pas trop l'explication pour ça. Moi, j'ai trouvé ça d'une brutalité. Alors moi, l'expérience télé à Quotidien avec l'équipe, ça a été la meilleure année de ma vie. Je veux dire, j'ai l'impression d'être dans The Morning Show, quoi. Tu rentres, t'as le... Moi, alors, c'est peut-être pas une bonne comparaison. Saison 2, quand... Non, j'ai rien dit. À part que tu fasses une de ces coupes dans cet épisode, j'ai spoilé un truc de malade mental. Désolée. J'ai fait le plus gros spoil de la Terre. Tu l'as pas vu, la saison 2? Mais non. Mais tu voulais la voir? Bah, je sais pas, parce que tout le monde m'a dit qu'elle est nulle. C'est pas le cœur de l'intrigue. C'est horrible. Ça m'arrive jamais de spoiler comme ça. Là, j'ai vraiment spoilé. Je vais juste couper comme ça, les gens, ils vont être en mode: quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée. Écoute... Qu'est-ce qu'on se disait? Oui, non, l'expérience avec la télé, moi j'adorais, parce qu'il y avait un truc de direct, et moi je sais que j'aime ce truc-là aussi, de me dire tu peux pas te planter, quoi, t'es en direct et tout, c'est génial. En tout cas, ça me fait... J'avais une prof qui s'appelait Blanche Salan qui disait toujours il y a des gens qui, quand il y a des enjeux, se liquifient, et il y en a d'autres que ça renforce. Et moi, c'est vrai que je sens ce truc-là. Ah ouais, vous m'aimez pas, vous voulez pas rigoler, bah allez, on va y aller, quoi. J'ai un truc un peu sportif avec ça. Parfois ça marche pas, c'est horrible, hein. Mais en tout cas, il y avait ce truc que j'adorais, la télé, les préparations, le maquillage, les équipes. Puis c'était des gens que j'aimais bien, que j'admirais, donc j'étais hyper heureuse. Et il y avait du public, et la première année, c'était super. T'as fait ça 2 ans? J'ai fait ça 2 ans. En fait, j'ai pas fait ça 2 ans parce qu'on m'a proposé de rempiler sur la 2e année, mais 4 fois par semaine. 4 fois par semaine? Ouais. Mazette. Ouais. Et Florence Foresti, que je fréquentais à l'époque et tout, m'avait dit, enfin que je fréquente encore aujourd'hui, m'avait dit ne fais jamais ça, en fait. Pas 4 fois. Ça va être horrible, ça va être trop dur et tout. Et puis tu peux rien faire sur le côté, quoi. Bah, non, mais je savais que je donnerais 1 année à ça, mais je m'étais dit, ok, je veux bien donner 1 année à ça, c'est ok pour moi. Et Laurent Bon, qui est le producteur de l'émission que j'aime particulièrement, m'avait dit, écoute, testons, si ça ne te plaît pas, de toute façon, on en fait moins, juste essayons, quoi. Mais du coup, ça devenait un truc de malade. C'est-à-dire que ça devenait 4 personnages par semaine, avec un mini-générique qu'on faisait pour les personnages 10 minutes avant de rentrer en plateau. Enfin, tout était lunaire, quoi. C'était fou. Donc, en fait,
Très vite, c'est devenu une contrainte. On a cherché d'autres concepts. On n'était pas assez nombreux pour les écrire. On se mettait à éplucher comme la revue de presse de Diane, sauf que moi, c'était pas mon truc. Des trucs de valeurs actuelles, pleine période Covid, plus de public. Donc, c'est vraiment vite devenu quelque chose qui était difficile. Et puis, quand on a vu avec Cédric, et c'est exactement sur ce canapé à l'heure où je te parle, qu'un jour, on avait encore développé un autre concept, on avait fait des bandes annonces, ensuite on avait fait Laura fait le point, on avait fait plein de trucs. Et puis j'avais dit à Laurent, écoute, si on fait trop de concepts, c'est qu'à un moment ça fonctionne pas, donc il faudra qu'on s'arrête quand on voit que voilà, il vaut mieux que je disparaisse pendant un temps et tout. Puis il m'avait dit, écoute, on fera comme tu veux. Il était vraiment dans ce truc-là. Et un jour, on reçoit des retours d'un texte qu'on doit faire pour le soir même. Je suis ici avec Cédric. Et je sais pas, Laurent me fait un retour sur une vanne. Et on n'est pas d'accord sur une vanne et tout, mais c'est pas du tout un truc de désaccord, tu vois, même sur des convictions et tout. C'est une vanne de merde, quoi. Et je me dis, ok, en fait, on arrive au moment où là, je les fais plus rigoler. Et par contre, je vais pas me battre pour dire, moi, je trouve ça marrant, tu vois. Parce que ça devenait mon humour et je sentais que ce truc-là allait arriver. Et quand même, dans les équipes télé, et je sais pas si c'est pareil chez Inter, mais il faut quand même le dire, parce que les gens, ils voient que le beau et tout, c'est quand même qu'il y a ce truc. Parfois, t'as le vent en poupe. T'as une semaine où on trouve que t'es formidable. Puis la semaine d'après, on en a un peu rien à foutre. Et du coup, tu sens ce truc-là arriver. Et moi, j'ai senti que ça allait pas bien se passer si je restais parce que j'allais me formaliser sur des trucs qui allaient pas forcément être les mieux et tout. Donc, ce jour-là, je lui ai envoyé un message en disant, écoute, je vais pas venir ce soir. C'est du direct, hein. Et j'ai dit, j'y arriverai pas, quoi. Et il m'a dit, on s'appelle, tu te reposes. On s'appelle lundi. On s'est appelé et on a décidé que je reviendrais plus. Il m'avait proposé de revenir que 2 fois, il m'a proposé de revenir que le vendredi, tout ça. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, je crois que c'est vraiment bien si je viens plus pendant un temps, parce que en réalité, venir un vendredi par semaine quand t'as fait 4 fois par semaine, c'est se manger pendant 3 semaines des gens qui disent, ah putain, on est contente de plus l'avoir, la grosse conne, ils l'ont rétrogradée à une fois, quand est-ce qu'ils vont la virer? Et je voulais surtout pas de ça, parce que vraiment, je m'en prenais déjà vraiment plein la gueule, quoi. Et là, tu vois, j'ai refait un passage télé pour de la promo. Et si tu regardes le post qu'ils ont mis sur Instagram, si tu lis ce qu'il y a écrit en dessous, mais c'est juste des gens qui disent qu'ils m'aiment pas, quoi. Donc c'est quand même vraiment dur, ce truc-là. Et en même temps, grande visibilité qui te permet d'avoir des producteurs, de travailler dans le cinéma, de faire des trucs. Mais c'est un prix qui est un peu lourd à payer, je trouve, tu vois. Et comment tu gères justement ces retours des gens qui vraiment... La gratuité. Moi, c'est ça qui me bute, c'est la gratuité. Au début, j'étais allée voir Marion Séclin, qui était harcelée à l'époque. Qui est un peu la professionnelle. Qui est un peu la professionnelle de ça. Ouais. Et franchement, elle avait été super. Elle m'avait dit, mais c'est horrible en fait. Il faut que tu te dises que c'est horrible. Elle m'avait dit, il faut arrêter. Parce que moi, j'avais l'impression d'être pas très entendue par mes amis parce que, comme il y a quelque chose en plus, souvent, tu sais, quand t'as des amis qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, de trucs comme ça, en fait, déjà, ils comprennent pas ce truc-là. Et puis Cédric, il avait un truc de, je pense, comme ça le faisait flipper, il dévalorisait pas, mais il diminuait un peu le truc en me disant, mais on s'en fout, retiens le positif et tout. Ouais, puis tu dis, oui, mais enfin bon. Les gens, ils te disent ça, de manière générale. Et elle m'avait dit, non, en fait, il faut que tu aies un pote à qui tu dises, écoute, ça compte pour moi. C'est dur pour moi de le vivre comme ça. Est-ce que je peux te dire quand ça va pas, que c'est horrible, que c'est de la merde, est-ce qu'on peut en parler et tout? Et je l'ai dit à Cédric, qui a été évidemment parfait. Mais j'essaie de pas lire, quoi. J'essaie de pas lire, mais je lis beaucoup quand même tout ce qu'on m'envoie. C'est dur, hein, de pas lire. Ouais, c'est dur. Mais j'ai supprimé Twitter, par ailleurs, j'ai pas du tout Twitter, j'ai jamais eu Twitter. En fait, j'ai découvert que j'avais Twitter lors de mon premier passage à Quotidien, puisque le soir, j'ai beaucoup de notifications, j'ai pas compris ce que c'était. Et j'ai dit, c'est quoi? Et là, j'ai ouvert Twitter, j'ai dit, ah oui, ok. Mais Twitter, ouais, c'est un compte qui était mort depuis 2005, je vais vraiment le fermer, quoi, tu vois. Et des fois, aujourd'hui, je sais plus pourquoi j'y suis retournée une fois, ça devait être pour un truc de critique, ou je sais pas, j'y suis allée. Et je vois une mention, Laura Felpin, tout ça. C'est-à-dire, je ne suis même plus à la télé, ça fait 1 an que je n'y suis plus. Quelqu'un passe, genre Alison ou Pablo Mira, quelque chose, et quelqu'un dit, ah putain, heureusement qu'on nous a dégagé cette conne de Felpin, quoi. Mais j'y suis plus depuis 1 an, quoi. Je me dis, comment ce mec, chez lui, pense encore à WAM, tu vois? Plein de gens pensent à toi. Plein de gens pensent à moi, mais le pire, c'est que si tu grattes, c'est pas des gens derrière leur ordinateur en culotte en train de se branler et être méchants, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être toi, ça peut être moi, quoi. Et oui, c'était moi. Ouais, tu vois. Ouais. Il y a des meufs, moi j'ai vu des petites meufs de 30 berges comme nous, tu vois, qu'on pourrait croiser dans des bars et tout, qui disent des trucs horribles, quoi, tu vois. Ouais. Et tu te dis, waouh, mais c'est chaud. Et
Et c'est un vrai problème, ça, sur Internet. Franchement, ça doit être horrible quand tu... Et t'as bien vu aujourd'hui, enfin je sais pas si t'as bien vu, mais aujourd'hui je trouve que tu peux prendre la parole sur rien. Tu vois là, je marraine une association qui s'appelle le Refuge Groin-Groin, et c'est un refuge qui sauve des animaux d'élevage, des animaux de ferme qui sont dans des élevages intensifs. Et en fait, c'est incroyable, c'est une association incroyable où les cochons qui ont été amenés, les cochons sont tellement intelligents que souvent c'est les éleveurs d'élevage intensif qui les amènent parce qu'ils n'arrivent pas à les tuer. En disant, celui-là, je sais pas ce qui s'est passé avec lui. Mais par exemple, Eston, typiquement le plus gros cochon qu'il y a là-bas, il a été ramené parce que son éleveur a dit je ne peux pas le tuer, je l'aime trop, quoi, je n'y arrive pas. Et par ailleurs, éleveurs qui sont souvent soumis à la pression, tu vois, machin agricole et tout. Donc c'est un super endroit et tout, je vous invite à aller voir sur Instagram. Et donc je prends la parole pour cet asso qui sauve des animaux, tout ça. Et puis moi je suis pas végétarienne encore, tu vois, donc c'est un peu dur pour moi et tout, mais mon ami Jean-Baptiste Delamo, qui est parrain de l'association et qui est un super auteur de livres et tout, de romans, me dit écoute, en fait ça va, t'as le droit de prendre la parole sur une association, ça fait quand même le bien autour de toi, c'est pas parce que t'es pas végétarienne que tu peux pas prendre la parole, au contraire, enfin c'est génial, quoi. Et tu vois, je mange très peu de viande et tout, hein, mais par ailleurs, quand je fais un truc pour faire communiquer dessus en disant voilà, vous pouvez vous inscrire et tout, là tu vois, je reçois 10, 20, 15 messages de nanas qui me disent, souvent très passives-agressives, ou de mecs qui me disent j'espère que t'es végétarienne au moins. Et tu te dis ah ouais, quoi, donc en fait c'est nul, quoi. Je peux même pas utiliser un petit peu de ma communauté pour essayer de faire en sorte que ces gens reçoivent des fonds pour faire vivre des bénévoles sous prétexte que évidemment qu'il faut arrêter la viande, mais tu vois ce que je veux dire. Donc quoi, donc je dis rien, donc tu connais pas l'asso, donc tu donnes jamais d'argent, donc en fait c'est nul, quoi. Et tu te dis mais pourquoi toujours ce procès en permanence de... Je sais pas si toi t'as ce truc là avec les réseaux sociaux, mais je trouve qu'on n'ose rien, enfin c'est pas qu'on peut plus rien dire, hein, c'est pas du tout cette génération là, mais c'est de dire en fait, quand même, laissez-nous dire des trucs qui peuvent aider aussi, tu vois. Je sais pas. Mais en fait, il y a un peu, c'est très dichotomique dans le sens où si tu défends un truc, il faut que tu défendes tout. Il faut être de tous les combats. Alors que moi, il y a rien que je trouve plus agaçant, quoi. Les gens qui sont dans les médias et qui défendent tout. Déjà, j'ai pas la force mentale d'aller me renseigner sur tout. J'ai pas assez de connaissances pour avoir des opinions sur tout. Et enfin, c'est pas possible, en fait. Mais toi qui bosses en radio et est-ce que tu donnes ton avis ? Non, je parle que de ma vie parce que justement, j'ai pas d'avis assez tranché sur les autres choses, en fait, je sais pas. Mais tu vois, c'est bizarre qu'on se dise qu'on est obligé d'avoir un avis tranché, quoi. On n'est plus du tout dans un truc où on peut dire je sais pas, tu vois. Ouais, non, c'est ça. Alors que vraiment, la plupart du temps, on sait pas. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Ouais, non, c'est les gens compensent tout le temps le fait. Ils compensent tout le temps leur manque d'information par un surplus d'opinion, quoi. Et tu fais, mais ce n'est pas valable, en fait. Ouais. Et non, c'est assez. Mais moi, ça va, tu vois, vu que j'ai jamais... Bon, évidemment, on me traite de gauchiste les 3/4 du temps, parce que quand je parle de relations avec des filles ou machin, ou même quand j'existe à la radio, tu vois. Je suis une gauchiste puisque France Inter. Ouais. Mais sinon, ça va, tu vois. T'as jamais subi de harcèlement ou de messages ou de... T'as jamais été heurtée par... Non, ça va. Vraiment, moi, les seuls trucs qui... il y a les trucs, évidemment, sur le physique, tu vois. Genre, j'ai mon deuxième Montreux qui est sorti il y a 2 jours. Vraiment beaucoup de commentaires, ils remarquent que j'ai grossi. Et je suis comme, ouais. Et... C'est vrai ? Ouais, beaucoup. Et, mais les gens sont malades, hein. Mais je sais pas. Et encore, c'est même pas ceux qui me vexent le plus. Celui qui m'a vexé le plus, c'est un qui dit, en parlant de mon texte, c'est Kian Kojandi qui écrit, non ? Oh, putain. Et j'étais comme, mais genre mon travail, c'est un peu ma vie. Et là, tu me l'enlèves. Ouais. Là, tu me retires ce dans quoi j'ai mis toute mon âme, en fait. Et ça, mais ça me dépite. Ah ouais, je comprends. Et c'est là que j'ai arrêté de regarder les commentaires parce que ça me... Et il y en avait plein de gentils aussi, hein. Mais c'est marrant, on retient quand même vachement que le négatif aussi, c'est vrai, ça, tu vois. Mais c'est pour ça que moi, maintenant, par exemple, je prends un malin plaisir à répondre, même si parfois, j'avoue, c'est du copier-coller parce que je peux pas. Quand les gens sortent du spectacle et qu'ils me mentionnent ou qu'ils me disent quelque chose, je leur réponds à tous et parfois, c'est hyper long. Je prends vraiment 1 heure ou 2 le matin pour le faire et je peux pas tout personnaliser et tout, mais parce que ça me permet aussi de me dire ils étaient contents, tu vois, plutôt que de rester sur le pauvre trou du cul qui a dit regarde, c'est de la merde ce qu'elle fait, parce qu'en fait il y a un truc mais il y a un truc, t'as raison, en télé qui est très zinzin, quoi. Mais en fait les gens, je pense que la télé c'est vraiment le média où tu n'es plus une personne, tu es un produit télé et donc t'as pas une âme et donc ils peuvent se permettre de dire tout ce qu'ils veulent et
C'est d'une violence, moi. Mais en même temps, la télé fait un peu ça aux gens à terme. Les gens deviennent un peu... Ah ouais ? Ouais, il n'y a plus rien. J'ai l'impression Je pense que si tu restes très longtemps dans un milieu très télé, tu sais, tu passes ta vie à aller le matin à 7h, à repartir à 23h, t'es en direct, tu fais ça, et puis tout te passe dessus parce que t'es ultra protégé, parce que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible d'être Yann Barthès et d'être sensible aux critiques, parce que sinon tu peux pas vivre, en fait. Donc il y a un truc de protection, je pense, qui se fait, qui est très fort, et qui fait que parfois, à mon avis, en télé, tu cohabites plus que tu partages, quoi. Parce que tout le monde a un peu sa carapace et un peu son truc, quoi. Mais moi, pour l'année que j'ai fait, qui était super, c'était sublime pour moi d'y aller et de le faire. Et puis je m'entendais vraiment bien avec tout le monde, donc ça c'était génial, quoi. Mais d'arrêter, ça a été un gros truc, parce que c'était aussi dire, je suis personne, en fait, hein, j'arrête la télé, j'arrête une émission incroyable qui fait les meilleures audiences en France. Ouais, c'est très risqué de prendre une décision pareille. Ouais, mais c'était impossible. En fait, c'était impossible pour moi d'aller faire un truc. En fait, on fait, je sais pas si t'es d'accord, mais on fait tellement des métiers déjà particuliers. On a été tiré vers un truc qui est quand même particulier, parce qu'en fait, il faut oser le faire et tout. Et puis si t'as pas envie, tu fais pas ce métier. C'est pas possible, tu vois. En fait, si t'as pas envie, tu peux pas faire ce métier. Enfin, parfois tu le fais. Tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure sur le théâtre et tout. Parfois, t'as pas envie, c'est vrai. Et ça, les gens, pour eux, notre vie est un truc de plaisir, machin, ce qui est quand même vrai la plupart du temps. Non, mais c'est très, très fatigant aussi, quoi. Mais il y a des fois où t'as pas envie, quoi. Et quand t'as vraiment pas envie et que tu sens que ça va pas... Moi, je sentais que ça m'aiderait plus dans mon travail, tu vois. Donc là, je me suis dit, ok, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est vraiment ce que je me suis dit à ce moment-là. Mais c'était très bizarre. Et Cédric, il était là, assis sur le canapé où t'es assis. Je lui dis, bon, on n'y va pas ce soir. Il me dit, quoi ? Ah bon ? T'es sûr ? On arrête ? Et tu sais, il y a eu un truc de... On a fini par regarder, je crois que c'était sur la GLC Family. Il y avait une télé-réalité sur la télé. On s'est mis à faire ça, à bouffer des chocobons. Toute l'après-midi, on est devenu genre Bridget Jones en l'espace de 2 secondes. Et c'est devenu cathartique, tu vois. On n'y est plus jamais retourné après ça, tu vois. Et on a été libérés. Et ce qui était très bizarre, c'est que lui et moi, pendant ces 2 mois, on bossait. On n'arrivait pas du tout à se dire que c'était horrible. On se parlait pas de ça. Du coup, on avait tellement, en fait, on sentait que c'était tellement pas notre endroit que quand ça s'est arrêté, on s'est dit, c'était horrible en plus, parce que toi qui es mon meilleur ami, je pouvais pas t'en parler, puis lui pouvait pas m'en parler non plus, parce que tous les deux on se mettait à gagner beaucoup d'argent en faisant des trucs qu'on aimait bien, et on se rendait compte que c'était pas du tout ce qu'on voulait, tu vois. Donc d'un coup se dire, tu vas repartir sur les routes pour te payer une représentation à 150 balles, c'était pas la même en vrai, hein. Mais rien à voir, on est 10 fois plus heureux, franchement. Franchement. Je parle beaucoup, hein. Je suis une pipelette. Hein. Ah, mais c'est le principe, hein. Ah oui. Donc franchement, ça va. J'ai écouté ton Boomerang. Qu'est-ce qu'il est drôle. Qu'est-ce qu'il est drôle. Oh là là. Ouais, je te remercie. Ouais, j'ai eu de la chance, Augustin, il était très... Ah, mais toi et Augustin dans une pièce, j'ai envie de vous secouer comme les boules à neige, tu vois. Et juste de voir ce qui se passe. C'est un bosseur aussi, on a quand même bien bossé l'émission, on va pas mentir, on s'est bien entretenu, on a bien bossé et tout, donc ça avait l'air comme ça. Oui, ça avait l'air très spontané. Arrête de casser mes rêves. Ouais. Enfin, après, les interactions, ceci dit, n'ont pas été écrites, j'étais pas au courant des questions qu'il allait me poser et tout, je savais plus ou moins, tu vois, les personnages que je pouvais faire et évoquer et tout, mais les questions qui te mettent bien en galère de chez Augustin, celles-là, je les connaissais pas. Que tu t'es jamais posé toi-même. Ouais, la première, d'où vient qu'est-ce qu'il y a de plus tragique en vous? Ah putain, ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a genre une des premières phrases que tu dis dans le spectacle, c'est il y a un problème avec ma personnalité. Ouais, je le pense très sincèrement, ça. Mais pourquoi? Parce que je trouve que je suis je me fatigue beaucoup, quoi. Mais je me fatigue beaucoup parce que je pense tout le temps, j'ai très peur de mourir, donc j'ai ce truc de beaucoup vivre, en même temps pas aimer sortir. Enfin, je suis que contradiction, et du coup, c'est super dur d'être moi, je pense, parfois. Parfois, vraiment, je me dis, oh putain, relou, Laura, arrête de te saouler, quoi. Et il y a un problème avec ma personnalité parce que je crois que j'arrive pas à vivre sans que ce soit ou très haut ou très bas, quoi. Ce qu'on appelle un peu les maniaco-dépressifs, en réalité, ou même ce qu'on appelle la bipolarité. La cyclothymie représente... Alors, il y a un truc de... tu vois... je sais pas, j'ai un truc très fort de... Je suis pas... En fait, c'est bizarre, je me suis rendu compte de ça il y a pas longtemps. C'est dur pour moi de l'avouer, mais je suis pas quelqu'un de positif. Je suis quelqu'un de...
volontaire, donc tu me mets en soirée pour jouer, tout ça, et puis pour faire des trucs, je suis hyper contente, on va jouer à des jeux de société, tout, je suis hyper moteur de ça. Mais en fait, j'ai quand même une vraie... je suis vraiment très encline à râler beaucoup, à avoir beaucoup le négatif. Tu vois, c'est rare pour moi. Hier, ça a été le cas, je suis sortie, j'étais hyper contente. C'est rare. La plupart du temps, je me dis, bon, bah, du coup, j'étais hyper contente. Bon, bah, du coup, demain, ce sera de la merde ou ce sera forcément plus déceptif. Et ça, c'est dans tout dans ma vie. C'est-à-dire, je vais vivre une histoire d'amour et pourtant, je suis la meuf qui vit une histoire d'amour depuis 11 ans. Et je vais quand même me dire, moi, mon mec, quand il me regarde aujourd'hui, je pense qu'il me. Tu vois, je suis quelqu'un qui vit tout le temps les trucs très très intensément, quoi. Donc il me dit oui. Et puis tu vois, le lendemain je m'endors, je me dis c'est vraiment l'homme de ma vie. Je suis tellement heureuse de vivre avec lui. Puis le lendemain je me dis mais qu'est-ce qu'on est nul, il faut qu'on se sépare. C'est un peu dur. Je fais pas du tout envie en racontant ça. Mais du coup, je trouve qu'il y a un problème avec ma personnalité. Et si je dis ça dans le spectacle, c'est parce qu'en plus de ça, quand je suis stressée ou quand j'ai l'air pas sûre, j'ai l'air très arrogante. Or, ça n'est pas du tout le cas. Et la première capta de travail qu'on a fait pour la première représentation à ce truc-là à la Comédie de Paris, du spectacle, je regarde le spectacle et je me gifle. C'est-à-dire que je me dis instantanément, mais je ne suis pas sympa en fait. Personne n'a envie de voir quelqu'un qui n'est pas sympa. Et c'est le premier truc sur lequel j'ai travaillé, c'est j'ouvre avec ça pour vraiment le dire. Et en fait, ça me fait vraiment du bien de le dire. Ça me permet, quand je suis dans un truc beaucoup plus littéraire, et que je me la raconte parce que d'un coup je m'emballe et tout, c'est pas voulu que je me la raconte, mais tu vois, il peut y avoir un truc très écrit d'un coup, elle veut la carte, elle veut être chic, et donc en fait ça me permet de prendre un peu de distance avec ça, et aussi de pouvoir dire voilà, en fait je suis pas si arrogante que ça. C'est quand même un truc tu vois, la Nouvelle Star, le premier casting de la Nouvelle Star, Manoukian, il m'avait dit ce truc-là qui était très drôle. Il m'avait dit, c'est marrant, avec ta mèche, j'avais une mèche, tu sais, les mèches à l'ancienne, là, d'adolescente. Mais c'était un passé émo. Il m'a dit, c'est marrant, t'arrives comme ça, on dirait un peu Renaud, genre artiste, je m'en bats les couilles, je vous casse tous les couilles et tout. Et moi, j'étais mortifiée. Et je m'étais dit, c'est la première fois que je m'étais dit cette pensée de, ah, c'est marrant qu'il ait l'impression que je sois détendue et que je les respecte pas alors que je suis, mais mortifiée, quoi, tu vois. Mais t'as pas un peu ce truc-là, toi aussi ? T'as un peu ce truc-là, toi aussi, non ? Là, t'es juste en train de dire que j'ai l'air désagréable. Non, pas du tout, mais je me demande... Non, mais comme t'as l'air très sûre de... Enfin, sur scène, moi, je trouve que t'as l'air quand même... Bon, voilà, je suis là, je sais ce que je fais, quoi. Maintenant, oui, parce que, genre, je commence à être un peu plus safe à ce niveau-là, tu vois. En général, j'ai assez rodé mes trucs, je sais où je vais et tout. Et puis, j'ai la chance de pouvoir jouer sur la limite entre le drôle et le malaisant. Ouais. Et du coup, si ça se passe mal, je peux faire genre, c'est fait exprès, alors que pas du tout. Donc, sur scène, maintenant, ça va. Mais dans la vie, ouais, en effet, j'ai l'air souvent un peu désagréable. C'est marrant. Mais c'est juste que je suis timide, quoi. J'ose pas parler si j'ai pas un truc important à dire. Ouais. Et j'ai pas envie de prendre le temps des gens, alors que moi, j'aime pas quand on me prend le mien pour des trucs débiles, tu vois. Le small talk, ça me fait chier, donc je vais pas commencer à aller faire la discute juste pour dire que. Bah putain, ça, tu vois, j'admire. Moi, je suis cette personne qui comble qui voit quelqu'un et fait genre, ah, lubrifiant social, comme dirait encore Marina Rollman. Allez, faisons une petite blague, car on est tous très mal à l'aise que tu n'engendres pas la discussion. Ouais. Mais c'est des trucs que j'apprends à faire, tu vois. Genre, après les spectacles, quand les gens, ils veulent un peu discuter, prendre des photos et tout. Ben, je suis là, genre vraiment en mode représentation, tu vois, je fais des blagues, je fais des trucs, mais dans la vie de manière générale, tu t'es jamais forcée, quoi. Non, parce que je suis nulle pour ça, en vrai. Ah ouais. Et je pense que j'ai vite l'air arrogante aussi si je fais semblant. Ouais. Il y a un truc de... Ouais, un peu suffisant comme ça. Tu vois, on le cherche pas, mais c'est comme ça, nous sommes un peu suffisantes. Tu penses ça vient d'où cette tendance à avoir des hauts très hauts, des bas très bas ? Putain, t'as un tatouage de Cassos ? J'ai grave des tatouages de Cassos, tu savais pas ? Moi, j'ai que des tatouages de Cassos. That's alright, mama, avec un... C'est une chanson d'Elvis avec un électrocardiogramme, putain. C'était pour dire qu'en fait, la vie, ça commence, ça se termine, mais que tout ira bien, maman. Là, derrière, j'ai une chanson de... Je sais pas si tu connais ce groupe, une meuf qui s'appelait I Blame Coco, qui est la fille de Sting. Qui était mon fantasme absolu quand j'étais adolescente. Enfin, pas adolescente, non, quand j'avais 25 ans. Tu l'as jamais vue, la fille de Sting ? Non. C'est pas vrai. Faut que tu ailles la voir, c'est incroyable. Déjà, elle chante comme Sting. C'est une espèce de tomboy un peu ultra sexy et tout. J'étais fan d'elle et quand je me suis fait larguer, j'ai tatoué une phrase, je pense, qui est très mal orthographiée en anglais à l'arrière. Ouais. Oh non. Ouais.
En fait, c'est que des tatouages d'ex, quoi. Chaque fois que je me suis fait larguer, je me suis fait tatouer. Donc, il y en a quoi 1, 2, 3, 4. D'où ça me vient, franchement, j'ai du mal à savoir parce que tu vois, enfin, ma mère est quelqu'un de très. Enfin, non, j'ai pas du mal à savoir et j'en parle dans le spectacle, mais. Oui, tes grands-mères sont très. Ouais, mes grands-mères, ma grand-mère en tout cas paternelle et mon père a cette. On dit propension. Tu sais, quand on dit. Tendance. Cette tendance à être aussi quand même dans. Où ça va très bien, où ça va pas, quoi, tu vois. Mais je suis issue d'une longue lignée de dépressifs, en fait. Non, pas du tout, mais en fait, il y a un truc de... Je pense de l'ordre de la vie dans ce truc tragique, quoi. C'est-à-dire que ma grand-mère, tu lui prenais une cassette que tu lui empruntais une après-midi. Si tu lui ramenais pas la semaine d'après, c'était vraiment une histoire, quoi, tu vois. Elles avaient un truc très... J'ai l'impression que c'est presque un peu respecter la vie d'être tragique, parce que ça veut dire que tu sais... Ce que tu risques au bout, c'est quand même de clamser, tu vois. Donc, t'es quand même dans un truc de... quand c'est beau, tu le célèbres à fond. Et quand t'as peur, tu t'as vraiment peur. Et quand c'est triste, t'es vraiment triste et tout. Moi, j'aime bien ça. Hein. Moi, j'ai toujours bien aimé chialer et tout. J'ai toujours bien aimé ça. Hein. Est-ce que tu te regardes dans le miroir ? Quand j'étais petite, ouais, vachement. Voilà, la meuf, la folle. Mais ouais, je me regardais beaucoup dans le miroir quand j'étais petite en train de pleurer. C'est marrant, je le fais plus trop maintenant. Mais quand même, pleurer, ça reste pour moi un outil qui est hyper important. Tu vois, là, le jour de ma première... J'étais pas bien en me levant, mais j'étais vraiment pas bien. J'étais stressée et tout. Je me disais, ouais, bon, je l'ai joué 30 fois, mais là, ce soir, c'est pas pareil. Il y avait des gens que j'adorais dans la salle. Et donc, je me suis dit, je suis pas bien, mais je me dis pas qu'est-ce que je vais faire pour expectorer ce mal. Mais en fait, il se trouve que dans mes mécanismes, dans mes manières de faire, je vais déclencher une dispute avec mon mec. Mais je le fais inconsciemment. Mais je sais que je vais chercher la merde, je vais tourner autour, jusqu'au moment où il m'a dit, non, mais vas-y, Laura, chiale, en fait. T'as pas besoin qu'on s'embrouille. Chiale, ça va te faire du bien, quoi. Et j'ai chialé, j'ai fait, waouh, je suis tellement libérée, tu sais. Mais je t'aime. Putain, la fatigue, quoi. Le mec va mal. Il nage 4 km par jour à la piscine. Pauvre garçon. Non, c'est pas vrai, il est très chiant aussi. Non, mais par ailleurs, tu vois, pleurer, c'est un vrai outil pour moi. Tu pleures, toi? Tu chiales? T'es chialax, toi, pas mal, non? Honnêtement, j'ai des périodes où, vraiment de ouf. Et puis les 3/4 du temps, j'oublie que ça existe. Ah, bah, carrément. Ouais. C'est quoi? C'est pendant que t'as tes règles? T'es en SPM? Non, ça c'est quand je me sens mal, quand le climat de ma vie est pas positif, tu vois. Ah ouais. Mais là, ça fait quelques mois que c'est pas arrivé, donc là, vraiment, balèque. Ouais, donc tu pleures pas? Non. Même pour rien? Putain, c'est à fou. part devant, genre, des trucs, Alexis Michalik, une histoire d'amour, ma race que j'ai pleuré. Ah ouais. Ma race, mais vraiment gros sanglots de gros bébés, quoi. Ouais. Oh. Incroyable. Ah ouais? Ah ouais, c'est bien à ce point? À ce point de j'y suis allée 2 fois. Ah, génial. Ouais. Ah, j'irai alors, si tu me dis ça, tu vois. Il faut que je chiale quelque part. Ouais, bah écoute, franchement, vas-y. Dès que t'as envie de pleurer, tu vas là. Avec plaisir. Ah ouais, je te jure, moi j'adore ça, quoi. T'as toujours beaucoup observé les gens? Ouais, beaucoup, ouais. Mais pas dans un but de toujours de reproduire. Maintenant, ça l'est plus parce que c'est mon travail. Je crois que je préférais le faire quand j'étais plus jeune parce que du coup, il y avait rien derrière à part d'un coup, je me mettais à faire mon prof d'histoire et tout le monde trouvait ça génial. Mais tu vois, c'est quand t'es enfant, quoi, quand t'as rien encore à prouver, tout ça. Mais ouais, c'est génial parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment une obsession avec les gens. Dans la globalité, c'est de me dire, waouh, on est tellement bizarre, on fait des trucs tellement chelous. Moi, je pète des câbles des fois sur des trucs de, tu sais, l'argent, par exemple. Je me dis, on est là et on joue à un jeu de genre, on va dans des endroits, on cherche des petits vêtements, on donne un petit billet. C'est tellement bizarre quand on y pense, tu vois. On a fait des trucs tellement bizarres. Et ça, des fois, ça peut être une grande source d'angoisse pour moi parce que je comprends pas très bien ce qu'on fait parfois. Et j'ai décidé, il y a pas longtemps, de me dire, je pense qu'on n'est pas une espèce très intelligente. En fait, on est assez intelligent pour plein de trucs, mais on est quand même destiné, je pense qu'on est une des espèces qui sont quand même vraiment destinées à détruire l'habitat naturel sur lequel ils vivent, tu vois, parce que c'est quand même bizarre c'est bizarre que, tu vois, on sache tous vers où on va. Il y a des gens, des activistes, des Camille Etienne, des Cyril Dion, qui sont là, qui ont cette rage de vivre et tout, mais il y a quand même globalement beaucoup, on y va quand même tous ensemble, et je me dis, c'est quand même bizarre, mais je pense que c'est parce qu'on n'est pas si intelligent que ça, en fait. Je pense qu'on est quand même globalement des animaux qui sont un peu là pour se reproduire, qui font un peu des trucs dans une société qu'ils ont vaguement créé, tout ça, mais
je me rassure un petit peu en me disant ça, tu vois, parce que je trouve que le truc de la conscience, d'être intelligent, tout ça, on en fait beaucoup trop par rapport à ce qu'on fait en réalité, quoi. Et du coup, observer les gens, c'est génial, parce qu'en fait, tu vois les multitudes d'êtres qu'on est, on fait des trucs tellement bizarres, tous différemment, tu vois, toutes les petits trucs de personnalité qu'on s'est créés. Et en fait, dans le fond, vraiment, on est vraiment communs, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des spectacles aussi. C'est parce que les gens, c'est rare de faire un spectacle, c'est rare d'être Blanche Gardin et que les gens ils sortent et font elle est vraiment folle. Genre, ok, elle mettait des crayons dans le cul de son chat, tu vois. Mais moi, je pense que les gens sortent de mon spectacle et se disent j'ai trop fait ça sur Jennifer. Tu vois ce que je veux dire? Et quelque part, moi, c'est ce qui me rassure le plus, quoi. Ah, ça te rassure de savoir qu'on est tous vraiment les mêmes Ouais, parce que je me dis, tu vois, on est... Ouais, ça me rassure parce que je trouve que ça veut dire qu'il y a une certaine unité sans même qu'on s'en rende compte, en fait, tu vois. C'est que... Et puis, qu'il faut qu'on se calme un petit peu avec ce truc de... Je suis persuadée qu'on est tous intimement convaincus quelque part en soi qu'on est toujours un peu mieux que les autres, tu vois. Et en fait, c'est pas vrai du tout, quoi. Ça dépend du milieu dans lequel t'es né, ça dépend des endroits où t'es. Et moi, j'ai une grande chance d'être née à Mulhouse, dans des endroits où il y avait à la fois des frontaliers qui se faisaient un maximum de thunes en Suisse, donc avec des gosses de riches à fond la caisse, et des gens qui vivaient dans des cités, et de venir d'une famille où il y avait des assistants sociaux. Beaucoup, mon père, il était éducateur spé pour les handicapés, ma sœur était assistante sociale dans les milieux hyper défavorisés. Et en fait, tu te rends compte que tu crois quand même que t'es toujours un peu mieux sur certains trucs, alors qu'en fait, c'est toi et ta chance, quoi, en fait. Tu vois, c'est vraiment... Tout est tellement aléatoire. Vraiment, moi, j'arrête pas de me dire, mais putain, mais si j'étais née en Inde, enfin, rien que là, tu vois, j'étais en Chine il y a quelques années, je me dis, mais si j'étais née en Chine, t'es un point sur une carte, enfin, il n'y a pas d'unité, tu vois. Donc, comme je crois qu'il faut arrêter de croire très fort en l'unité, en étant son petit soi avec soi-même, même si je suis une comédienne, hein, donc je suis vraiment pas la mieux placée pour dire ça, le groupe me rassure. Même s'il me ressemble pas toujours, tu vois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu vois, je trouve que c'est ultra riche de traîner avec des gens qui te ressemblent pas du tout. Il y a un truc comme ça dans les accords Toltec. Le mec, il dit, vous pouvez choisir toute votre vie de vivre avec quelqu'un, par exemple, en couple qui vous ressemblera, et ce sera beaucoup plus facile, en fait. Parce que vous aurez les mêmes visions sur certains trucs et tout. Ça va être chiant. Ouais. Ou vous pouvez choisir d'être avec quelqu'un qui vous ressemblera pas. La condition sine qua non étant de ne pas vouloir le changer, ce qui arrive très peu puisque tu passes quand même ta vie à faire ça. Ah, j'adore, t'es trop différent, viens, fais exactement comme moi, mais sois différent. C'est hyper bizarre, mais moi je trouve que dans ce rapport à l'autre, d'accepter, mais c'est très dur, c'est l'histoire d'une vie, je pense, tu vois, mais moi je suis hyper ravie d'être née à Mulhouse pour la bonne et simple raison que j'ai traîné avec plein de gens différents. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai été hyper étonnée de voir qu'on ça marchait par groupe. Tu vois, et même encore aujourd'hui, je trouve, les artistes, ils vont boire des verres avec les artistes. Ouais. Mais justement, maintenant que t'es dans ce milieu, c'est pas, c'est un peu une angoisse pour toi de t'entourer que de gens du milieu ou quoi ? Je sors pas trop, moi, tu sais. Moi, j'ai Cédric, mon mec, 2-3 potes, 2-3 rencontres que je fais, que je nourris et tout, mais je sors pas tant, en fait. Enfin, je traîne pas du tout dans le milieu, quoi. Il y a un truc aussi avec le milieu du cinéma, maintenant que je rencontre un petit peu et tout, mais c'est comme tout, je trouve qu'il faut aller prendre tout ce que t'aimes dans le milieu et tout, parce que c'est quand même génial, tu vois, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et qui fait partie de ce milieu. C'est pas pour ça que t'as fait tout ça ? Ah si. C'est génial de se retrouver dans des soirées où tu vois, moi quand j'ai fait La Flamme, t'es là, tu bouffes et puis tu regardes Adèle Exarchopoulos et tu fais je l'aime tellement et je l'admire tellement et en même temps là je l'aime en tant qu'être humain et tout, et il y a un vrai truc qui se fait et tout. Mais après, ça reste c'est des milieux. Le cinéma, c'est un milieu duquel je fais pas vraiment partie. C'est pour ça que j'adore, moi, faire plusieurs choses. J'aime pas qu'on te dise t'es humoriste, ou t'es comédienne, ou t'es actrice, ou t'es... Moi, je trouve que on est vraiment des saltimbanques. On est... Moi, tu vois, Adèle, elle me dit, je sais pas comment tu fais pour monter sur scène et tout. Je dis, en fait, quand je la vois jouer, je me dis, mais elle sait même pas, mais évidemment qu'elle a aucun problème à monter sur scène. Et pour moi, t'aurais aucun problème à jouer au cinéma. Enfin, tu vois, il y a un truc de... Il y a des trucs qui sont différents dans la discipline, ça reste des sports de combat, entre guillemets, tu vois. Si tu fais du judo, j'estime que t'es un peu capable de toucher au karaté, tu vois. Pour moi, c'est un peu pareil. Donc, c'est cool de pas faire partie d'un truc en particulier. Parce que c'est très bizarre, sinon, je pense que tu dois te faire chier au bout d'un moment. Et t'as pas peur d'avoir tellement le cul entre deux chaises que t'es jamais assez à fond dans une discipline ? Ah non, parce que quand je fais un truc, je suis hyper monotache, moi. Donc là, je fais j'ai fait la télé, j'ai fait que la télé. Là, je fais le spectacle, je fais que le spectacle. Et pourquoi tu fais ça ?
Parce que je peux pas faire trop de trucs en même temps, moi. Je suis épuisée après. Et puis peut-être parce que c'est ce que tu disais avant, en fait. Je crois que je suis vraiment quand même une grosse bosseuse. Donc en fait, quand je fais quelque chose, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout de ce que je fais. Donc là, je sais que le spectacle, tu vois, je le tourne jusqu'en 2023. Je sais exactement que, par exemple, moi, j'ai pas arrêté depuis des années, là, en fait, tu vois. Et là, quand j'ai fait par exemple, quand j'ai fait le film cet été, je savais que je regarderais pas le spectacle à côté parce que je pouvais pas, tu vois. Et pourtant, Dieu sait que des fois, tu te fais chier au cinéma, t'attends 15 heures. Bon, moi, j'allais sur le catering, je bouffais ce qu'il y avait sur la table et voilà. Mais j'étais incapable de faire des retouches de texte à ce moment-là. Ça n'avait aucun sens pour moi, tu vois. Donc, non, franchement, qu'on ait du mal à me labelliser ou à m'étiqueter et tout, je m'en fous vraiment. Par contre, je sais que quand je fais quelque chose, je le fais à fond, tu vois. Et je sais qu'il y a des étapes dans ma vie où, tu vois, par exemple, les gens ils me parlent de musique ou ils me parlent d'écrire un film et tout. Je sais que ça arrivera probablement, je le sens ce désir-là, mais vraiment, le spectacle, tu vois, par exemple, je savais très bien que je le ferais plus tard, après quotidien, que je voudrais pas le faire en même temps, que je voulais pas tout confondre et tout. Donc, je suis hyper un truc après l'autre, quoi. Et est-ce que t'as une envie en particulier, un truc où tu dis c'est là qu'au final je vais aller? Non, parce que j'ai pas trop envie de me donner un but final. Je crois que vraiment j'adore le spectacle vivant et je crois que j'aimerais bien. Là, je suis allée voir il y a pas longtemps un mec qui s'appelle François de Brouwer qui me fascine depuis quelques semaines, qui a écrit un spectacle qui d'abord était La Loi des prodiges et là son deuxième s'appelle Rencontre avec une illuminée. Je sais pas si tu l'as vu. Faut aller le voir. Il va jouer au Petit Saint-Martin là bientôt. Il est génial. J'aimerais bien écrire plus tard des spectacles qui est beaucoup plus une trame narrative, qui soient vraiment des pièces et tout. Donc pourquoi pas mettre en scène, écrire pour les autres. C'est quelque chose qui me faire jouer les autres. J'aimerais aussi beaucoup ça. J'aimerais beaucoup écrire un film. J'aimerais beaucoup me présenter à l'exercice de, voilà, par exemple, comme ce qu'on disait sur Marina, écrire les Césars ou d'un coup te dire je vais faire de la chanson, pourquoi pas et tout. Mais vraiment l'un après l'autre, quoi. Et j'ai pas du tout pour l'instant, tu vois, je vais faire d'abord ça et tout. Je pense que la prochaine étape sera peut-être le film ou la série, parce que j'aurais peut-être envie d'aller dans un truc un peu plus cinématographique et tout. Mais je peux pas tu vois, j'ai pas la carte dans ma tête, quoi. Ok. Et c'est quoi dont t'es la plus fière? Truc dont je suis la plus fière? Dont je suis plus fière? Oh, wow, c'est super dur comme question. À part tes chats. J'allais te dire mes chats, en plus je savais que j'allais dire à part mes chats. Ouais, c'est super dur comme question. Franchement, c'est les Césars avec Foresti. Parce que c'était horrible. C'était la pire soirée de ma life. Mais c'était la plus belle soirée de ma vie. Et j'ai vécu un truc j'ai cette meuf que j'aime depuis tant d'années, qui me contacte sur Instagram. Je dis à quotidien, on m'a proposé de faire les Césars. Laurent Bon me dit ça va être horrible mais fais-le. Bon, tu te dis ok, je vais le faire, t'y vas. Puis là t'es dans une machine, mais t'es tout le monde. Et je me rappelle j'ai une loge et c'est là que je rencontre Émilie. Je rencontre Émilie Quindinis là parce que c'est une personne qui fait en sorte que pendant toute cette journée rien ne me stresse. Donc je suis dans une loge avec Cédric, je galère pendant une semaine à trouver un costume parce que personne ne veut rien me prêter, parce que je suis pas connue, on s'en fout. J'arrive devant des gens que j'admire, qui me connaissent pas. Sandrine Kiberlin qui ouvre la loge de ma porte, énervée parce qu'elle s'est fait contrôler à l'entrée sa carte d'identité. Et tu vois, tu sais, des gens qui passent, qui rentrent. C'est un shot de oh putain, c'est trop bizarre. Tu sais que tu vas aller en jogging, l'Asdeg, sur une scène où t'as des gens qui sont quand même tous très beaux. Et puis t'as pas de loge là où on était. Je ne me rappelle plus où c'était les Césars cette année-là. Putain, pardon, mais il y a pas de bord scène en fait. Quand tu pars pour faire ton sketch, tu fais tout le tour de la scène. Et il y avait pas Cédric avec moi, tu vois. Et Cédric il me lâche et je lui dis allez, j'y vais et j'ai pas le choix. Vraiment, je sentais que là je n'avais pas le choix que d'être bonne, et peu importe ce qu'on dit aujourd'hui, même quand je me vois et je sais que j'étais trop vite et je sais que c'était abusé, que j'avais un jeu qui était très caricatural, j'aurais pas pu mieux le faire. C'est rare que je me dise ça. Je fais tout le tour comme ça, je rejoins Florence qui rentre d'un sketch, qui est dépitée parce qu'elle trouve que ça prend pas. Donc je vois l'humeur de Florence qui est qui est pas bien, qui repart jouer, qui se change. Le régisseur qui est censé m'ouvrir le rideau part parce qu'il est appelé ailleurs. Et donc je me retrouve seule, mais seule, il y a personne, devant un rideau, à voir Florence, à voir qu'elle est pas bien, à voir que je vais devoir rentrer et que ce mec il est pas là, tu vois. Et donc j'attends mon top, je rentre sur scène et là je fais mon truc pleine balle et tout, et à la fin
il y a ce moment où la lumière s'éteint et elle me dit dans l'oreille t'es extraordinaire et tu seras jamais perdante, tu seras toujours gagnante. Et tu vois, c'était pas pour me dire un truc de... C'était pas une question de mentor ou quoi, mais c'était qu'en fait elle avait compris le stress que ça avait été pour moi et que ce stress-là il me faisait aller plus haut et plus vite peut-être, même si c'était un peu trop rapide et tout. Et tu vois, elle m'a serré dans ses bras et on a vraiment eu un truc là. Et ça, c'est le plus beau souvenir de ma vie aujourd'hui. Ouais. Ça, je suis hyper fière d'avoir fait ça avec elle, quoi. Après, c'était horrible. Hein. Après, je suis ressortie, cette histoire est horrible. Je suis ressortie. Donc, je me suis fait maquiller ensuite par le staff et j'ai mis mon costume. Et quand t'as fini de faire un sketch au César, on te replace dans la salle, même quand c'est en direct. C'est tellement long qu'on ne fume pas le public. Donc, on me replace dans la salle, et puis je ressors, tu vois, de la scène, et puis je dis à une petite dame, bonsoir. Alors, je dis, bonsoir, je voudrais... Enfin, vous pouvez me placer ? Bah oui, madame, mais ça fait 1h30 que ça a commencé, vous êtes qui ? Je dis, ah oui, je suis Laura Felpin. Oui, enfin bon, Laura Felpin. Oui, et donc... Et je lui dis, mais donc, faudrait me replacer dans la salle. Mais je comprends pas, vous êtes placé dans... Enfin, je comprends pas ce que je dois faire avec vous, en fait. Jusqu'à ce qu'il y ait une nana qui vienne et qui lui dise, mais non, mais c'est la fille qui a fait le sketch juste avant, tu vois. Parce que comme j'étais vraiment, je pense, l'asdeg aussi, en jogging et tout, elle m'a pas du tout capté, quoi. Et d'un coup, tu sais, le pire de l'humanité, de la meuf qui change et qui fait, ah, mais bien sûr, mais madame Laure Felpin, je vais vous placer, il y a pas de souci, tu vois. Donc, elle me place et tout. Là, je me retrouve assise à côté de Dominique Besnéard, qui est un très grand agent et tout. Et qui est ultra pro-Polanski, quoi. Et donc, il passe c'est vraiment sa cérémonie dès que Polanski est nommé dans une catégorie, à savoir toutes les catégories, il crie bravo, bravo, tu sais, ces mecs très à l'ancienne, ils font wouh, comme ça, t'es dans le public. Et donc, moi, je sais que je suis filmée, que bon, je me dis, bon, personne va me reconnaître, tu vois, y a pas de souci, mais puis t'es là, tu sors du truc, t'as des féministes que tu connais, que t'aimes bien, dont t'écoutes les podcasts qui manifestent de l'autre côté, puis tu prends ton taxi, t'as la honte de ta vie en te disant mais à quoi j'ai participé et tout, et en fait tu te dis mais non, mais voilà, moi j'ai joué, j'ai fait mon taf, mais c'était particulier. Donc je dis que je suis fière parce que le moment était très très dur, quoi. Franchement, fallait le faire, tu vois, c'était un peu la chute du mur de Berlin, tu vois, on était en galère. Mais bon, écoute, c'est un souvenir incroyable, quoi. Après, il y a mes chats. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup, Fanny. Putain, je suis une pipelette. J'espère que cette discussion vous a plu autant qu'à moi. Laura Felpin joue son spectacle Ça passe en ce moment à la Comédie de Paris. Tout est complet, mais elle a rajouté des dates parisiennes au Théâtre des Mathurins en octobre. Et puis évidemment, elle est aussi en tournée un peu partout, en France, en Belgique, en Suisse. Vous trouverez toutes les infos dans la description. Il y a aussi les liens pour la suivre sur les réseaux. Et puis bien sûr, si cet épisode des gens qui doutent vous a plu, vous pouvez écouter les précédents. Il y en a 49 autres qui sont disponibles avec en vrac Morgane Cadignan, Sophie-Marie Larouille, Guillermo Guise, Marina Rollman, Lou Doyon, Pomme et plein d'autres. Pour être tenu au courant de la suite, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, surtout sur Instagram, @FannyRuet. Des bisous! Et j'avais oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux, l'incroyable Maxime Moitieu.